Bonjour à tous. Aujourd'hui, le podcast va avoir un thème assez particulier. Pourquoi les économistes et les experts, bien entendu, en économie, se trompent presque tout le temps? Et ça vient pas de moi, là. Euh, J'avais entendu un peu une risée de ça. On connaît presque pas d'économistes qui sont riches. Pourtant, il y a plusieurs économistes qui ont les réponses à tout. Tout vient du fait qu'on pense que le marché est déficient. C'est-à-dire que le marché, les prix intègrent toujours les événements qui arrivent. Donc, on se dit que c'est efficient. Donc, le marché est supposé d'être une science. Le marché, l'économie est supposé d'être une science pas exacte, mais à peu près où on peut faire des prévisions. Et c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Et ce que je voudrais faire tout simplement avec vous, c'est regarder, ben, tout à l'heure, là, on va revenir là-dessus, regarder c'est un tableau des événements qui se sont produits en 2023, puis regarder où est-ce que le Standard Poor's s'est positionné face à ça. Et on a entendu à peu près tous les scénarios encore. C'est un économiste ici, Trahan, là, au Québec, là, fait encore des prévisions apocalyptiques à propos de l'année 2024. Là. J'ai vu un petit bout d'entrevue, j'en reviens vraiment pas, mais peu importe, on a aussi beaucoup d'analystes européens, français, je dois le dire, parce que vu que je suis un francophone, j'écoute beaucoup d'analystes quand même français. Et j'ai écouté, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, là, j'ai beaucoup écouté dans le passé. Vous le connaissez certainement, ou si vous ne le connaissez pas, c'est quelqu'un qui est posé, tout ça. Là. C'est Patrick Artus. La dernière fois c'est peut-être pas la dernière entrevue qu'il a donnée, mais j'étais assez étonné par son attitude face au marché. Il avait l'air vraiment, habituellement, c'est quelqu'un qui a l'air posé, mais il avait l'air fâché que le Standard Poor's ait fini l'année en hausse spectaculaire et commence à expliquer que ça se pouvait pas, blablabla. Et il dit, dans une de ses phrases là, qui m'a vraiment marqué, il dit, le marché, oui, monte, mais pas pour les bonnes raisons. Et ça, dans un de mes nombreux livres que j'ai lus sur l'analyse technique, euh, surtout sur le suivi des tendances. Ça peut arriver parce que dans le fond, on essaie de faire des prévisions sur l'économie qui n'est pas prévisible. Donc, lorsqu'on se retrouve devant un marché et on se dit, bon, ben, je suis haussier ou je suis baissier, comme je vous avais parlé dans un de mes derniers podcasts, eh bien, tout simplement, ce qu'on est en train de dire, j'ai raison, le marché va s'ajuster à ce que je crois, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, ce qu'il faut faire, tout simplement, c'est y aller avec grande humilité, être sur le marché, mais avec une attitude de grande humilité. On n'a pas raison, parce qu'on gagne. On n'a pas tort non plus parce qu'on perd. Souvent, c'est quelque chose d'émotif. Et lorsqu'on suit les tendances autant à la hausse qu'à la baisse, eh bien, on essaie, c'est l'exercice qu'on fait, on essaie de se détacher de l'aspect psychologique, là, de ne pas être dans l'émotion, mais regarder les faits tels qu'ils sont, avec les prix, les graphiques, mais prix. Moi, comme je vous dis, j'ai quelques petits indicateurs qui m'aident justement à. Ben, c'est pas grand-chose, c'est mes moyennes mobiles, puis ma slope, là, mais on peut prendre n'importe quel système. Il n'y a pas un système qui est meilleur que l'autre. C'est qu'il faut s'en tenir à notre système. Et lorsque j'ai appris cette vérité-là, là, on a un système, on l'a développé, on a travaillé fort pour essayer de trouver là, vraiment là, où est-ce qu'on peut se positionner, où est-ce qu'on doit sortir. Et puis lorsqu'on a ce système-là, ben, il faut y tenir. Et c'est ce que j'essaie de faire depuis peut-être 1 an et demi, 2 ans. Là. Et c'est ça, ça fonctionne très bien. Là. C'est pas, je suis pas plus fin que personne, au contraire. J'essaie de me détacher justement de tout ce qu'on peut penser ou au niveau des économistes, que ce soit des économistes très notables, comme il y a le fameux Robert Shiller, qui a été prix Nobel d'économie, je ne me souviens pas en quelle année. J'ai acheté son livre. Le livre avait été écrit, je ne sais pas, c'est dans les années 2000. Puis, je trouvais ça intéressant de lire ce type-là, parce que il y a un indice qui porte son nom, l'indice Schiller, mais pourtant, il était dans le champ depuis le début de sa rhétorique, parce que lui, il disait toujours, il a toujours dit, il a toujours prétendu que le marché va s'écrouler. Donc, c'est ça, il y a un biais baissier en partant. Et puis, j'ai vu plusieurs économistes
Ah, en tout cas, c'est ça, je ne veux pas nommer trop de noms parce qu'il y en a peut-être qui vont me lancer des pêches et des poires, mais il y a des économistes qui sont toujours baissiers. Donc, même si le marché monte, ils sont baissiers. Donc, puis en France, il y en a beaucoup. Lorsque j'ai compris ça, j'ai essayé de me détacher de cette idéologie-là. Moi, je ne suis pas baissier, je ne suis pas haussier, je suis les tendances. Donc, ce que je voudrais regarder avec vous, pour terminer peut-être avec les économistes, là, je veux pas. Chacun fait son travail, là, il y a pas de. C'est pas un jugement. Et puis, j'ai beaucoup, beaucoup appris des économistes, mais pour savoir investir, c'est pas les champions. Ça, c'est ben, on le voit, les économistes amènent des prédictions qui s'avèrent souvent fausses. Beaucoup, beaucoup d'économistes en 2023 ont dit que c'était la catastrophe et qu'on se retrouvait avec un immense crash. Là, il y a 30 ans ici là, au Québec, je ne connaissais pas, je l'ai vu, c'est une entrevue avec Stéphane Bureau. À lui, il dit que c'est l'apocalypse qui s'en vient. Tout peut arriver, mais le jour que ça arrivera, ça arrivera. Et souvent, le pattern d'un économiste, c'est de dire quelque chose, de le maintenir pendant des années. Je pense à Peter Schiff. Je me suis un peu désintoxiqué de Peter Schiff, non pas parce qu'ils ne m'ont pas appris beaucoup, j'ai écouté beaucoup de ses vidéos, podcasts, tout ça, mais il reste toujours dans le même scénario. Au niveau de l'or, l'argent. L'or, un jour, va. Moi, je suis convaincu parce que les tendances le montent et puis c'est à cause de réserves. Là. En ce moment, on peut acheter des lingots d'or au Costco et au Walmart. Donc, ça me montre que ça se démocratise de plus en plus. Donc, l'or à long terme, oui, il va y avoir quelque chose d'intéressant. C'est intéressant de posséder soit de l'or physique ou de l'argent physique ou même des actions de minières, tout ça. Mais il ne faut pas rester cantonné dans un seul. Un seul, un seul endroit, puis c'est ce qui est arrivé en 2016 pour moi. Là. J'ai perdu des gros mouvements à cause du fait que j'étais comme vraiment cantonné dans certains mouvements. Donc, et je vous dis pas de ne pas acheter d'or ni des minières, c'est pas mon but. Là. Le but, c'est de ne pas avoir de certitude. On voit une tendance, lorsqu'on est dans la tendance, on suit la tendance, on surfe avec la tendance, et lorsque la tendance est terminée, ben là, on change tout simplement. Sans être froid, c'est ça la grande discipline qu'on doit avoir. Et ce que je voudrais regarder avec vous, j'espère que je suis... euh, je pense... OK. Bon, c'est ce graphique-là, tout simplement. Je vais essayer de grossir ça un peu. Comme ça, c'est la saisonnalité. Saisonnalité, là, c'est tout simplement qu'il y a des saisons qui sont plus propices à... Bon, là, ici, c'est le Standard & Poor's, mais peu importe, là, ça pourrait être l'or. L'or aussi a une saisonnalité. Tous les actifs, en fait, ont des saisonnalités. Puis c'est comprenable un peu. C'est une question d'investissement. Le Standard & Poor's, comme je vous avais parlé, beaucoup d'Américains investissent sur le Standard & Poor's. Donc, eux investissent lorsque le paye rentre. C'est fou comme ça. Mais, ou les bonus, tout ça. Mais ça suit vraiment une logique. Mettons, la paye aux 2 semaines, ça vient pas de moi, c'est Tim Bolley, là, je vous en avais parlé un peu dans une de mes vidéos, mon podcast. Là. Mais c'est ça, on a une saisonnalité qui est propre à, par exemple, pour les cultures, mettons, vous voulez investir sur le maïs, peu importe quoi, on a des saisonnalités où ce que c'est plus propice d'avoir telle action dans tel domaine. Là, ça se trouve être le Standard & Poor's. Puis comme je vous avais parlé, il y a deux creux. Le graphique ici, ce que vous voyez, tout simplement, ça se trouve être... c'est comme la moyenne mobile, average year left. Ouais, c'est ça. Les prix sont en bleu pâle, puis on va dire pseudo-moyenne mobile, c'est ce que j'ai vu. Break, Axis. Peu importe, là. Tout simplement pour vous montrer les mois les plus propices pour être dans la bourse. Lorsque c'est haussier, lorsque c'est baissier, mais à long terme, on sait très bien que le marché est haussier. C'est pas moi qui le dis, c'est les faits. On a qu'à regarder un graphique depuis 1980-70, on voit que tout le monde, et même Warren Buffett a dit, ça fait peut-être 6 mois, a dit qu'il ne serait pas surpris de voir à un certain moment donné le Dow Jones à 100 000 points. Et moi non plus. On est rendu à 35 000 points. Il y avait un livre qui avait été écrit dans le passé, ça fait très très longtemps. J'avais lu ça et le titre était Le Dow Jones un jour sera à 35 000 points. C'est un livre que
vous pouvez probablement retrouver un livre d'investissement. Aujourd'hui, on a dépassé ça. On est rendu à 37 000 et c'est pas terminé. C'est la même chose pour les autres indices, là, indices de technologie. Non, on est à long terme, les marchés sont haussiers, c'est normal. Il y a plus d'intervenants dans le marché, il y a plus de valeur qui se crée, même si vous allez me dire, oui, la Fed imprime en fou, je le sais. Mais la Fed ne veut pas que le marché s'écroule. C'est ce qui est arrivé en 2020, lorsque c'était pas le COVID, c'était l'événement du crash qui est arrivé assez rapidement en 2 mois, mars là, 2020. Et là, les marchés ont été soutenus par les banques centrales parce qu'on ne voulait pas que le marché, par peur, c'était une peur, on avait eu la crise des repos avant. En tout cas, ce que je veux vous dire, les gouvernements ne veulent pas que les marchés s'écroulent. Bon. Ici, on regarde la saisonnalité. Janvier, habituellement, c'est bon. Standard & Poor's. Février, comme je vous dis, on a des sommets. Mars, comme je vous avais parlé, est un creux dans l'année. Ensuite, ça, c'est depuis 1950 à 2022, là. Les saisonnalités, là, les saisons où c'est plus propice d'avoir des actions. Avril, mai, juin, juillet, où on a des creux. On l'a vécu cette année. C'est fin août là, qu'on a connu ça. Puis c'est septembre, comme je vous avais parlé, septembre à octobre, là, qui est les mois les plus creux de l'année. De octobre, septembre, fin septembre, octobre. Là, j'ai les dates là, sur un autre graphique, mais là, je ne peux pas vous montrer ça parce que je veux passer à un autre graphique. Donc, ça se trouve être les deux endroits où on a plus de troubles à la bourse. Donc, après la longue montée, ce qu'on l'a connu carrément cette année, là, en novembre, décembre, une montée vraiment importante. Et janvier, février, habituellement, c'est bon. Mars, on a un creux. Mi-mars, là, ben, dans ces coins-là, entre mars et avril, puis on va voir cette année si ça va arriver. C'est pas une règle encore, c'est en économie, c'est pas en économie, mais c'est une constatation. C'est pas dire que c'est ça qui va arriver. Je suis pas un devin, je suis pas un prophète, mais je vous dis que c'est des probabilités qui peuvent se passer. Et puis là, c'est tous les événements qu'on a eus en 2023, puis on va terminer avec ça. Et c'est la raison pour laquelle les économistes qui se contredisent amènent tellement de points que souvent on s'y perd. On n'est pas capable de trouver un économiste, ou à moins qu'on suive un économiste qui nous conforte dans nos idées haussières ou baissières, on suit ça. Et puis, c'est des modes. Regardez, là, c'est rapide, là. Bon, les longs taux, ça, c'est en mars 2010. Long rate, Star, les taux ont commencé à monter. Juillet, le plus haut taux en 22 ans. Ouais, c'est ça, là. Regardez le Standard & Poor's, 38 000. Plus haut taux, le Standard & Poor's, 45 000. Downgrade, la dette des Américains en 1er août a été downgradée. Là. On avait encore 4 576 points. Septembre, là-dessus, lorsque ça arrive, vous avez les économistes baissiers, pessimistes qui vont dire que c'est la fin du monde et que les États-Unis vont s'écrouler. Donc, il n'est rien arrivé. Récession, manufacturing, récession, 15 septembre, 4500. L'index du dollar a piqué par le haut, là, à cause des taux d'intérêt supportés par ça, 4200. L'or... quand la guerre, l'invasion d'Israël, l'or a monté très très haut. On est à 4300. Powell signale le pivot, 20 octobre, 4200. Le fin du cycle, c'était à 41. Et les 2 derniers mois, novembre, décembre, on est rendu dans ces coins-là, 4700. Tout ça pour vous dire que ce que je voulais parler justement, c'est que les économistes se basent souvent sur des événements qui arrivent comme ça, mais à savoir si on doit suivre soit les économistes ou, je vais faire une petite ironie ici, soit les fameux experts qui nous ont dit à peu près n'importe quoi depuis 2 ans, là. Peu importe, on parle du COVID ou peu importe quoi, les experts, même dans les médias, les grands médias, c'est ça qu'on dit, on cite toujours des experts. Des experts en disant qu'eux ont raison et vous, le petit peuple, taisez-vous. Mais la réalité, on voit très, très bien que les experts, souvent, c'est ça, on se pose des questions d'où ces experts-là sortent, où on déclare que certains sont experts ou pas, ou comme le professeur de l'université à Laval, là, vu qu'il n'a donné rien qu'une opinion sur la vaccination des enfants, il a perdu son poste, il a perdu, peut-être pas permanent, mais
regardez c'est quoi les experts. C'était un expert, je me souviens pas, son professeur à l'Université Laval, et parce qu'il donne une opinion, on ne le déclare plus comme un expert. Donc, c'est ça qui était ma vidéo aujourd'hui, mon podcast, un vidéo podcast, parce que je vous donne un peu de chiffres, ça m'intéresse de le faire, donc on se revoit très bientôt pour un autre podcast.